de base, donc moi je suis né en Normandie, à Rouen, enfin dans les alentours de Rouen. J'ai fait deux lycées, des lycées qui sont pas forcément les plus réputés. J'étais en zone d'éducation prioritaire, à l'époque c'est ce qu'on disait, donc en ZEP. Je connaissais vraiment pas grand chose au monde des grandes études. J'avais quelques personnes que je connaissais qui avaient fait école d'ingénieur, mais enfin on s'en fichait du classement. C'était des écoles d'ingénieurs qui sont proches de Rouen ou des choses comme ça. Et si je pouvais donner un conseil en plus aux étudiants, c'est vraiment d'essayer d'être débrouillard. Il faut regarder un petit peu, est-ce qu'il y a des banques, des fonds, des boutiques qui acceptent des conventions quand on n'en a pas, est-ce qu'on peut faire autrement, est-ce qu'on peut appeler des personnes qui peuvent aider, etc. Toujours chercher à être débrouillard. Moi en tout cas c'est ce qui m'a aidé. En vrai, si je devais lisser tout mon stage, c'était je dirais 23h30, minuit 30 en moyenne chez Clearwater. Entre 23h et minuit 30 en moyenne. Mais parfois il y avait des pics positifs où je finissais à 20h, 21h et des pics négatifs où je finissais à 2-3h. Il a fait 2 stages en M&A, 2 stages en private equity et 1 stage en private debt. Et il est avec nous aujourd'hui, c'est Karim Aizad. Bonjour Karim. Bonjour Guillaume. Merci Karim de passer dans le podcast de Training You, le Choose Your Career, et de parler de ton brillant parcours et de tes expériences. La première question est toujours très générale. Peux-tu te présenter et rappeler les grandes étapes de ce parcours à la fois académique et professionnel? Bien sûr, déjà Guillaume, merci beaucoup pour l'introduction. Donc je m'appelle Karim Aizad, 25 ans, j'ai rejoint Training You très récemment. Avant ça, comme tu l'as dit, j'ai fait plusieurs stages en finance, en M&A, private equity, private debt. Pour faire le parcours global, donc j'ai commencé post-bac à l'IESEG, donc une école de commerce post-bac, programme grande école en 5 ans, 6 ans avec l'année de césure. Où j'ai commencé donc en M&A Small Cap chez Inextenso Finance. Puis ensuite, je suis allé en Private Equity au Maroc chez Ametis. Donc on couvrait dans le bureau de Casablanca tous les deals en Afrique du Nord. Puis je suis revenu en France, j'ai refait du M&A mais cette fois en Mid Cap chez Clearwater International. Et j'ai fait mon stage de fin d'études à l'IESEG chez GIMV, un autre fonds de Private Equity, mais du coup sur une stratégie différente puisque c'était du LBO majoritaire Mid Cap. Après toutes ces expériences à l'IESEG, j'ai rejoint le Master in Finance de l'ESCP. Et en stage de fin d'études au sein du Master Finance de l'ESCP, je suis allé à Londres chez PSP Investments dans l'équipe Private Credit. Donc j'ai fait un stage en Private Credit tout simplement. Et après ce stage de fin d'études, j'ai fait le move de rejoindre Training You. Et on en est ravi évidemment de t'accueillir au sein de l'équipe. Karim, il y a beaucoup d'éléments inspirants dans ton parcours. On va tenter de les mettre en avant de manière positive dans ce podcast. Et le premier élément que j'aimerais mentionner, c'est le début du parcours. On dit parfois que la finance est un milieu avec beaucoup de prédétermination sociale. Toi, tu viens pas forcément de ce milieu à la base et tu as réussi pourtant à trouver tes stages. Comment tu as fait? Oui, comme tu l'as dit, je viens pas du tout de cet environnement de base. Donc moi, je suis né en Normandie, à Rouen, enfin dans les alentours de Rouen. J'ai fait deux lycées, des lycées qui sont pas forcément les plus réputés. J'étais en zone d'éducation prioritaire, à l'époque c'est ce qu'on disait, donc en ZEP. Je connaissais vraiment pas grand chose au monde des grandes études. J'avais quelques personnes que je connaissais qui avaient fait école d'ingénieur, mais on s'en fichait du classement. C'était des écoles d'ingénieurs qui sont proches de Rouen ou des choses comme ça. Je connaissais vraiment pas grand chose. Je savais que je voulais plutôt faire un peu de la finance parce que j'aimais un peu les maths, je voulais gagner de l'argent. J'avais un peu ces idées-là. Donc je me suis dit, école de commerce, je crois que c'est ça qui forme à la finance. Je regardais un petit peu sur internet les classements, que ce soit le Figaro, l'étudiant. Et j'avais vu que l'IESEG c'était la première école du coup quand on sortait du bac. Et du coup je me suis dit, ok, faut vraiment que je réussisse à faire ça. Et objectivement, je me disais même que c'était presque impossible à l'avoir. Parce que je regardais la moyenne au bac des intégrés, c'était quelque chose comme 16,5, entre 15,5 et 16,5, quelque chose comme ça, moyenne de bac au bac des intégrés. Et dans mon lycée, la moyenne au bac, c'était vraiment pas ça du tout. C'était vraiment pas ça du tout. Non pas que j'avais de mauvaises notes, et heureusement, j'ai eu la chance, j'avais un peu des facilités à l'école, et c'est ce qui m'a permis de continuer. Mais du coup voilà, donc j'ai visé l'IESEG et j'ai réussi à intégrer l'IESEG. Une fois à l'IESEG, je me suis toujours dit voilà, je veux faire de la finance parce que encore une fois des maths, de l'argent, donc je veux aller un peu dans cet environnement là. Au début, je m'orientais plus vers l'audit. C'est ce que les gens à l'IESEG faisaient majoritairement et c'est ce qui me donnait l'impression comme étant être le métier de la finance. Donc je commençais par m'intéresser à ce métier-là. Et comment tu as connu les autres métiers de la finance? Parce que tu dis, ok, je voulais faire de la finance pour effectivement l'argent, Ouais. il y avait cette dimension chiffres et maths, mais la finance c'est super large. Et quand on dit je vais travailler en finance, ça reste très flou, pas exhaustif, pas précis. Vraiment. Comment toi tu as débroussaillé un peu ce terrain?
En fait, déjà de base, je suis tombé un peu sur des vidéos au hasard sur Instagram, enfin non, j'avais pas TikTok à l'époque, mais sur Instagram plutôt. Je tombais un peu sur des vidéos, des témoignages d'étudiants qui sortaient d'HEC et qui expliquaient leur parcours professionnel. Et je me suis dit, ah mais en fait, c'est ce parcours-là que les gens des top écoles font. Parce que du coup, après, j'ai commencé à bien comprendre ce qu'étaient les classements et les grosses écoles, et ce que du coup ces personnes-là faisaient. Euh, et donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ces métiers-là. Je me suis dit, ok, j'entends beaucoup parler de M&A. Trading un petit peu moins, donc je commence à voir un peu les différences. Je me dis, ah, M&A, ça a l'air intéressant. C'est un peu moins maths, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus généraliste si un jour je veux retourner pardon, dans une entreprise classique. Je m'intéresse de plus en plus. Je commence à regarder comment on se forme à ces entretiens. Et c'est d'ailleurs vers cette époque-là que j'ai commencé à vous appeler, Training You, pour prendre un peu des conseils. Euh, et donc, au fur et à mesure, enfin, on pourra peut-être en reparler, mais j'ai fait un stage donc chez vous en pré-master, ce qui m'a permis, en plus de ça, de découvrir le monde de la finance, corporate, mais aussi un peu market, de prendre un peu plus de recul sur ces univers-là et de pouvoir m'orienter pour ma césure. Et c'est à partir de là où j'ai eu la chance de décrocher un premier stage en M&A et de dérouler. Alors, on va parler de tes stages un petit peu plus tard dans le podcast, Karim, mais je reviens sur le deuxième élément inspirant que j'aimerais mentionner, c'est ton parcours éducatif. Tu as fait une école post-bac l'IESEG, et puis ensuite le master spé de l'ESCP, on y reviendra plus tard. Mais l'IESEG, c'est pas forcément l'école la mieux ciblée, Ouais. la mieux positionnée pour obtenir des stages en finance. Euh, Comment tu as fait? Comment tu as réussi? Il n'y a pas énormément d'étudiants qui ont ce parcours, le tien, en venant d'une école comme l'IESEG, même si évidemment tout est possible qu'on est motivé. Euh, Comment tu t'es débrouillé et ça a été quoi tes éléments différenciants par rapport à d'autres étudiants? Bah, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de école target, donc top 3 top 5 école un peu moins target, top 10. Et moi, à titre personnel, bon après, je suis peut-être biaisé parce que j'ai fait l'IESEG, mais j'aurais placé l'IESEG dans cet environnement-là, top 10. Ensuite, voilà, top 15, etc. Enfin, un peu des segments, des catégories d'écoles. Et c'est sûr que quand on vient pas des écoles target, donc comme je disais, top 3 top 5 c'est un peu plus difficile. Après, j'ai eu la chance d'être dans une école qui avait quand même quelques personnes qui arrivaient à décrocher un peu des offres. Mais ça restait, en fait, l'énorme barrière, c'était le screening. C'était vraiment, vraiment très, très compliqué de Alors décrocher. comment tu as fait? J'ai contacté, mais la terre entière, je pense honnêtement, je regardais toutes les listes que je trouvais de banques et de fonds d'investissement. Et je postulais partout, partout. Candidature spontanée, candidature sur le site. J'appelais énormément de gens sur LinkedIn. Enfin, j'envoyais énormément de messages sur LinkedIn. Puis j'essayais de prendre un maximum d'appels. Honnêtement, enfin, je passais mes soirées à faire ça quand je sortais pas ou quoi que ce soit à l'ISA. Je passais vraiment, mais vraiment beaucoup de temps. Et au début, j'avais un peu ouais, ce feu en moi, j'avais un peu cette énergie, cette euphorie où j'aimais bien comprendre c'était quoi les différences entre le small, le mid, le large, entre les différentes boutiques, c'est quoi le M&A, le private equity. Du coup, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à appeler les gens et je pense que c'est ça qui aide aussi, c'est qu'il faut prendre du plaisir parce que ça s'entend au téléphone quand la personne est enjouée, quand elle est motivée, etc. Donc je faisais beaucoup ça. J'ai candidaté, voilà, comme je t'ai dit, un peu partout. Est-ce que tu recommandes une méthodologie spécifique pour le networking, pour contacter des gens? Comment tu faisais? Hmm. Quels canaux tu as utilisé? Est-ce que c'était que LinkedIn? Est-ce qu'il y avait aussi d'autres canaux, les mails par exemple? Est-ce que tu relançais? Combien de temps après ton premier message? Combien de fois tu relançais? Est-ce qu'il y a des tips, des conseils que tu pourrais donner? Je pense qu'il y a, oui, des méthodes à appliquer pour être plus efficace, mais je pense que si ça devient trop robotique, on peut un peu perdre du plaisir à networker et à un peu, voilà, se dire j'en ai marre, j'abandonne. Alors qu'au début, il faut profiter en fait de ce plaisir-là, je pense. En tout cas, moi, c'était mon cas et j'avoue que j'y allais un peu n'importe comment. J'envoyais juste plein de messages. Ma méthode, c'était vraiment, ouais, ma méthode, c'était vraiment, j'envoie un maximum de Tu messages. personnalisais pas forcément beaucoup les messages. Non, c'était vraiment, enfin, là, mon message C'était type à la chaîne, à la chaîne. industriel. Industriel, mais en fait, au final, il y a des personnes avec qui on avait des points communs sur le CV, donc il y avait plus de réponses. Est-ce que tu contactais des anciens de l'IESEG en Ouais. priorité ou pas forcément? Au départ, oui. Au départ, oui, mais comme il n'y en avait pas énormément non plus, voilà, j'ai fait le tour assez rapidement, on va dire, en tout cas dans ces métiers-là. Mais oui, et le taux de réussite, pour le coup, quand c'est des personnes qui ont fait ton école, est plus important. En tout cas, l'impression que j'avais. Soit qui ont fait ton école, soit qui ont fait une association similaire, etc. Des choses comme ça, extra-scolaires. Je pense que ça aide. Les points communs, c'est sûr que ça aide. Mais voilà, au début, j'avoue que je n'avais pas de méthode, c'était vraiment à la chaîne. Mais au fur et à mesure du temps, oui, si je pouvais donner mon conseil, c'est de faire déjà d'utiliser le canal avec lequel on est le plus à l'aise. Certains sont plus à l'aise avec LinkedIn, c'est mon cas, d'autres plus à l'aise avec les mails.
Donc choisir celui avec lequel on est le plus à l'aise. Puis ensuite, essayer de faire une relance au bout de 3 jours si la personne ne vous a pas répondu. Je pense que c'est bien. Mais après, il faut pas non plus être un harceleur. Je pense qu'en fait, certes, vous avez rien à perdre à contacter les personnes parce que la pire des réponses que vous pourriez vous prendre, c'est un non. Mais la mauvaise image que vous pourriez avoir si vous harcelez réellement n'est pas bonne. Donc voilà, un message de relance, peut-être pas plus à mon sens. Et si ça marche pas, ça marche pas. Il y aura d'autres personnes, il y aura bien quelques personnes qui finiront par vous répondre. Tu peux partager un exemple de message de prospection que tu as envoyé sur LinkedIn? Ouais, bien sûr. Bon, là, je l'ai pas en tête exactement, mais en vrai, c'était bonjour, prénom. Moi, j'aimais bien tutoyer quand c'était des analystes. Dans des juniors, je préférais tutoyer. Je sais que d'autres sont plutôt d'avis qu'il faut vous voyer, mais je préférais créer une proximité. Donc, bonjour, prénom. Je m'appelle Karim Maizat. Je suis actuellement étudiant au sein du programme Grande École de l'IESEG. Je m'intéresse énormément au métier du M&A et de la banque d'investissement. Ton parcours chez entreprise m'intéresse particulièrement. Est-ce que tu serais disponible pour un call rapide? Bien à toi, Karim. C'était vraiment presque Hyper ça. classique. Ouais, en vrai, c'est ça. À combien tu estimerais ton taux de réponse au départ? Très bas. Parce que justement, je prenais pas le Inférieur à temps. 10%? Ouais, inférieur à 10%, je pense. Inférieur à 10%, ça dépend. Si on prend la moyenne globale, hein, si on prend en compte le fait que je ne comprends pas que les IESEG, etc., ou que les ESCP après, ouais, c'est inférieur à 10%. Mais encore une fois, je le personnalisais pas énormément. J'étais dans la quantité plutôt que la qualité, entre guillemets. Est-ce que c'est le bon choix? Chacun a son école. Moi, ça a été le bon choix pour moi. Mais oui, j'avais pas énormément de taux de réponse. Mais en fait, c'est toujours ça la chose. Il suffit d'un appel successful, entre guillemets, un appel avec la personne qui veut bien prendre son CV pour que tu débloques un entretien. Et voilà, il suffit d'avoir un entretien pour le réussir et avoir son stage. Alors Karim, tu as fait un stage chez Training You il y a quelques années, et encore merci pour ça, et j'imagine que, enfin j'espère que ça t'a aidé aussi à y voir plus clair dans l'univers de ces métiers et du recrutement pour ces métiers. Et ensuite, tu as trouvé un premier stage en M&A chez Inextinso en small cap. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé concrètement, l'obtention de ce premier stage en M&A? Ouais, c'est assez particulier. Donc j'avais postulé vraiment partout. Et ça, c'était une offre que j'ai eue, enfin un entretien que j'ai eu plutôt, pardon, sans networking. Donc j'avais juste postulé. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une offre particulière. C'était du M&A origination. C'était dans l'équipe Business Development M&A. On peut rappeler, donc il y a l'origination et l'exécution. Et l'origination, c'est l'équipe qui s'occupe du pitch, donc du démarchage commercial des clients. Et ensuite, une fois que le prospect est devenu un client, qu'il a signé un mandat, eh bien, une autre équipe exécutait l'opération. Exactement. Donc tu étais dans la partie plutôt business dev, la partie commerciale. Exact, c'est exactement ça. Et puisque dans mon CV pour Training You, j'avais écrit Business Development chez vous. Et donc c'est un peu pour ça que c'était passé sans networking. L'entretien assez classique avec quelques questions techniques mais très légères puisque c'était plus origination donc un peu moins poussé sur la technique en tout cas à mon époque. J'avais eu 2 tours, un tour avec une associate slash analyste et un tour avec la MD responsable de cette équipe. Puis voilà, j'ai pu débuter le stage après. Pardon, j'ai perdu le fil. Tu avais eu d'autres entretiens à ce moment-là ou c'était ton seul process? Alors, j'avais eu une offre du coup en audit, donc ça c'était un peu le backup en général, c'est ce que les gens recommandent et c'est ce que moi personnellement je recommande aussi. Qui peut d'ailleurs être une bonne porte d'entrée pour le M&A derrière. Exactement, en fait je pense que l'audit, déjà en plus je pense que c'est aussi un métier qui est formateur, les personnes qui ont fait de l'audit avant sont à l'aise avec les états financiers, donc je pense que c'est un très bon truc, mais c'est sûr que c'est plus sympa de commencer directement dans le métier qu'on souhaite faire, et donc j'avais cette offre en M&A, et j'avais aussi un process en private equity en région. Mais en fait, j'avais déjà l'offre chez Inextenso à cette époque-là. Et donc, au moment où j'ai reçu la proposition d'entretien de ce fonds d'investissement, je leur avais dit que j'avais déjà une offre. Par contre, cette offre-là, je l'avais eue en networkant. Cette offre-là, j'avais utilisé un outil qui s'appelle My Job Glasses, que les écoles ont parfois en partenariat. Et j'avais très bien fité avec un gars, et super sympa. Et oui, j'ai pas dit ce conseil-là tout à l'heure, mais en vrai, être curieux, je pense que ça aide beaucoup. Juste essayer de comprendre ce que les gens font au quotidien et les différences entre tous les types de fonds d'investissement, de banques, de boutiques, etc. Je pense que ça s'entend et que ça aide. D'ailleurs, Karim, j'en ai pas parlé, mais tu as parlé à beaucoup de personnes quand tu networkais. J'imagine à la fois des banques M&A, mais aussi des professionnels d'autres métiers. Qu'est-ce qui t'a intéressé particulièrement dans le M&A et pourquoi tu as voulu trouver ton premier stage en corporate finance en M&A et pas dans d'autres métiers? C'est un peu, je pense que c'est un peu bateau, mais j'ai toujours vu mon parcours, qu'il soit scolaire ou professionnel, comme étant
comme étant un entonnoir où je voulais m'ouvrir le plus de portes possible à chaque fois et après on va resserrer au fur et à mesure. Et donc je me suis dit, ok, je rentre en école de commerce, c'est généraliste, maintenant je vais aller en finance. J'ai l'impression que le M&A est le métier le plus généraliste de la banque d'investissement, enfin de la corporate finance plutôt. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, j'aimerais vraiment commencer en M&A et au pire après, je pourrais tenter autre chose pour revenir, etc. Mais je me dis toujours que le M&A ouvre toutes les portes. Enfin c'est ce que je me disais en tout cas à cette époque. Et donc c'est pour ça que je voulais vraiment commencer ouais, par le M&A. J'avoue que c'était pas le métier en lui-même, l'intérêt du métier en lui-même, parce que je me suis dit que le private equity avait aussi l'air très intéressant. C'était plutôt me dire, je sais qu'en faisant du M&A, après je pourrais faire du private equity. L'inverse est aussi possible, mais à l'époque, je le comprenais moins. Tu as parlé de l'équipe origination d'Inextinso. Concrètement, à quoi ressemblait ton quotidien pendant ce stage? C'était, bah, comme tu as dit, c'est très commercial. C'était très très commercial et c'était assez small cap, du coup, in extenso. Donc on pouvait faire beaucoup de choses assez variées, assez entreprenantes. Bon, on va essayer de diviser ça en plusieurs verticales. La première, c'était vraiment de la production, donc PowerPoint, faire des pitchs tout simplement, des profiles, donc assez classiques, présenter les tombstones, donc les deals précédents faits par les transactions précédentes faites par la boutique. Donc voilà, on présentait l'entreprise, on nous présentait nous et on présentait le potentiel client, donc le prospect. Donc ça c'est la partie production. Il y avait une partie aussi, donc une autre verticale qui serait un petit peu liée au démarchage. Comment je pourrais l'expliquer? Ce serait vraiment faire une liste de potentiels prospects à contacter. On utilisait des outils spéciaux pour ça. Par exemple, un DMD a besoin d'une liste d'entreprises dans X secteurs faisant entre Y et Z millions d'EBITDA ou centaines de milliers d'euros d'EBITDA. Et on utilisait nos outils, on regardait un petit peu sur Internet, sur LinkedIn, tous ces sites-là, etc. Et on proposait voilà, sur un Excel une liste d'entreprises à contacter que le MD pouvait contacter. Et du coup, ouais, une troisième partie, une troisième verticale de mon stage, c'était plutôt commercial, vraiment. Où là, ouais, on prenait le téléphone et on essayait de contacter directement les dirigeants Comme un sales. comme un sales, vraiment comme un sales, proposer, voilà, est-ce que ce dirigeant est intéressé par le fait de faire une opération à haut de bilan, acquisition, cession, voilà, financement aussi potentiellement. Donc c'était ouais, une partie plutôt commerciale. Voilà, Karine, tu étais un peu lancée et après ce stage en M&A, tu as enchaîné avec un stage en private equity Mm. au sein d'Amétis. Ouais. Alors Amétis, c'est un fonds qui est plutôt dédié à l'Afrique et tu as fait ce stage au Maroc. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as voulu bifurquer vers le private equity après ton premier stage en M&A? Bah, dans ma tête, c'était un peu le choix logique, en fait. La suite logique après le M&A, c'est le private equity. En fait, voilà, très, très cliché, hein, c'était vraiment après du M&A, on fait du private equity. Donc, après ma première partie de césure en M&A, je dois faire une deuxième partie en private equity. Donc, voilà pourquoi je me suis orienté en private equity. Pourquoi Amétis maintenant? Amétis, c'était un fonds que j'avais vu depuis longtemps, enfin depuis longtemps, depuis que je commençais à m'intéresser à la finance. Pourquoi? Puisque bah, je suis français, né en France, mais mes deux parents sont marocains, donc je suis aussi marocain. Et je me suis toujours demandé, puisque je n'ai jamais vécu au Maroc réellement, à part pour voir la famille, les étés, etc. Je me suis toujours demandé, est-ce que je pourrais me voir vivre à long terme au Maroc, etc. Et donc, est-ce que je pourrais pratiquer le métier que je souhaite faire à long terme au Maroc? Et donc, j'avais vu Amétis, qui était un fonds qui est toujours un fonds de private equity créé en partenariat avec Edmond Rothschild et qui investit exclusivement en Afrique et qui est plutôt un gros fonds en vrai en Afrique. Donc je m'étais pas mal intéressé à ce fonds et j'avais vu sur LinkedIn qu'il recrutait. Donc pendant mon stage chez Inextenso, pardon, j'ai vu qu'il recrutait, j'ai postulé et j'ai sans networking encore une fois, mais c'est parce qu'en fait, à partir du moment où on a le premier stage, ça commence à dérouler un petit peu. Et donc j'ai eu de la chance, j'ai été rappelé. J'ai été rappelé, j'ai passé mes entretiens. C'était 3 tours avec un cas Excel. Et C'est quoi la différence entre un process en M&A et un process en private equity? Est-ce qu'il y a des particularités hmm. à maîtriser quand on passe à l'entretien en private equity? Je pense que d'un point de vue technique, c'est assez similaire. Les questions, généralement, c'est vrai que j'ai... Bon, allez, si je devais prendre quand même une généralité, il y a quand même un peu plus de questions sur le LBO en fonds de private equity. C'était pas le cas chez Inextenso, chez Amétis, pardon, parce qu'Amétis ne faisait pas trop de LBO, c'était plutôt du minoritaire, mais on pourra en reparler plus en détail de la stratégie si besoin. Mais ouais, je dirais qu'il y a plus souvent ça. Il y a quand même plus souvent des cas, des études de cas, que ce soit sur Excel, soit analyser la stratégie d'une entreprise ou analyser une potentielle acquisition. Il y a quand même un peu plus d'études de cas, LBO, mais sinon c'est très similaire, hein, des questions sur la comptabilité, sur la valorisation,
Un peu moins sur le process, du coup en M&A il y a plus de questions sur le process forcément. Mais sur les questions techniques, c'est ça. Enfin, voilà les différences. Sur les questions de fit, bah, pourquoi le private equity, pourquoi le M&A, pourquoi pas l'un, pourquoi pas l'autre. Et en private equity, des questions sur les participations. Quelle entreprise tu apprécies chez nous, quelle entreprise tu apprécies moins, pourquoi. Le plus important, voilà, le pourquoi. Une question qu'on m'avait déjà posée, c'était est-ce qu'on a fait une erreur dans nos investissements quand tu regardes nos entreprises. Donc voilà, un peu des questions comme ça qui sont un peu différentes de ce qu'on retrouve en M&A. Une fois en poste, quelles étaient tes missions chez Amétis? Alors chez Amétis, donc, on va refaire avec différents axes. Premier axe, c'était travailler sur les investissements. Donc travailler sur les notes d'investissement. Chez Amétis, elles étaient au nombre de 3. J'ai oublié le nom de la première. Mais la deuxième, c'est Investment Committee 1 et Investment Committee 2 pour la dernière. Et là, donc, la première note d'investissement, c'était un petit document PowerPoint d'une vingtaine à trentaine de slides où on présentait l'investissement, qu'on présentait à l'équipe Amétis. Ensuite, on passe, si l'équipe Amétis valide, on passe en IC, donc Investment Committee, comité d'investissement, IC1, 1. Où là, c'est un document un peu plus important, qui sera présenté du coup à ce qu'on appelle le comité d'investissement et qui n'est pas que Amétis, c'est Amétis plus des experts. Donc si ce comité décide d'aller plus loin, on va faire ce qu'on appelle les due diligence et on passe à l'Investment Committee 2, Investment Committee 2. Et à partir de là, s'il est validé, on investit. Ça se passait comme ça pour la première verticale, la première tâche. Et toi, du coup, tu participes à la production de ces notes. Exactement. Moi, oui, c'est ça. Je travaillais sur des slides ou alors, si elles sont faites sur Word, les investment committee notamment. Tu présentais le marché, l'entreprise, C'est ça. ses états financiers, son business plan, j'imagine. C'est ça, plutôt. Donc, ouais, en tant que stagiaire, c'était plutôt voilà, présenter l'entreprise, présenter le marché. Amétis donnait quand même pas mal de responsabilités. J'ai eu l'occasion de travailler sur la valorisation, j'ai eu l'occasion de travailler sur oui, le business plan un petit peu. Donc, ouais, c'est un peu tous ces éléments-là. La deuxième partie de notre travail en tant que stagiaire, c'était aussi de travailler un peu sur les reporting des entreprises, donc qu'on avait en portefeuille, sur analyser un petit peu voilà les chiffres trimestriels, mensuels, voir un petit peu si c'est en croissance, décroissance et expliquer pourquoi, tout simplement. Donc ça, c'était un peu la deuxième partie de mon travail, reporting. Et la dernière partie de mon travail en tant que stagiaire, c'était ce que j'aime appeler les tâches autres. C'est vraiment complètement aléatoire, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Du screening, donc rechercher un peu des entreprises qu'on pourrait potentiellement acquérir ou en tout cas investir dans. Ça pouvait être regarder un peu les nouvelles lois, notamment à Casablanca, il y a un quartier qui s'appelle Casablanca Finance City, où des nouvelles lois pour favoriser l'émergence d'entreprises dans ce quartier-là, enfin des lois finances, pardon, ont été mises à jour, donc il fallait regarder un petit peu ce qui s'était passé, etc., etc. Donc ça pouvait être vraiment tout et n'importe quoi. Dans quelle mesure c'est aussi valorisant de réaliser un stage au Maroc euh, par rapport à une géographie européenne, bon, comme Paris en France par exemple? Bah, c'est sûr que le marché marocain est moins développé que le marché français ou le marché londonien, enfin ouais, le marché UK. Mais malgré tout, il est assez développé, je trouve, et j'ai pas ressenti une difficulté énorme à retourner sur Paris. Ça s'est revendu entre guillemets aussi bien. C'est sûr que ça se revend moins bien qu'un stage à Paris pour rester à Paris, mais ça se revend mieux que si on n'avait rien en fait. Si j'avais rien plutôt que à ce stage-là, bah, j'aurais eu beaucoup de difficultés à trouver un stage en M&A mid-cap, etc. Alors justement, tu as fait le small cap M&A, le private equity en Afrique, et ensuite tu es allé vers le mid cap M&A, donc autre stage en M&A mais dans une boutique un peu plus grosse qui Nextinso. Tu as passé quel screening et tu as obtenu quelle offre? Alors, j'avais postulé, en vrai, pour être honnête, j'avais postulé que à Cambon et Clearwater. Et tu n'étais pas conventionné par l'école? J'étais pas conventionné par l'ISEG, c'était parce qu'en fait, je faisais mon mémoire en même temps que le stage. Et si je pouvais, pardon, donner un conseil en plus aux étudiants, c'est vraiment ouais, d'essayer d'être débrouillard. Voilà, faut regarder un petit peu, est-ce qu'il y a des banques, des fonds, des boutiques qui acceptent des conventions quand on n'en a pas, est-ce qu'on peut faire autrement, est-ce qu'on peut appeler des personnes qui peuvent aider, etc. Toujours chercher à être débrouillard. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé. Et du coup, ouais, j'avais postulé que chez Clearwater, que chez Cambon. J'avais été pris chez Clearwater. Cambon, je suis allé jusqu'au dernier tour. Je l'ai pas eu. En vrai, faut être honnête, je l'avais pas eu. Mais je voulais vraiment Clearwater. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup networké avec quelqu'un là-bas que j'appréciais bien. Et du coup, j'étais très très content. Alors parle-nous de ce stage chez Clearwater, comment ça s'est passé et quelles étaient les différences par rapport à ton stage en origination chez Inextinso. Parce que là chez Clearwater tu faisais à la fois l'origination et l'exécution. Quelles étaient les principales missions des stagiaires et qu'est-ce que tu as appris pendant ce stage? Alors oui, comme tu l'as dit, donc là c'était plus du M&A classique et plutôt mid-cap.
Donc assez différent puisque je ne faisais pas que de l'origination, je travaillais aussi sur des mandats, etc. Et ce qui était sympa, sympa, c'est que j'ai directement été mis dans le bain. Vraiment, je suis arrivé, on a fait le tour un petit peu du bâtiment avec l'office manager. Et en retournant à mon bureau, la personne avec qui j'avais beaucoup networké m'attendait avec un dossier et m'a dit Karim, viens, tu vas bosser avec moi, toi. Du coup, non, mais c'est très très cool. En vrai, c'était dans la bonne ambiance. Oui, j'ai beaucoup travaillé, très intense. Euh, mais c'était dans une très bonne ambiance et honnêtement, c'est un stage que j'ai beaucoup apprécié. Et Karim, on entend beaucoup de mythes, de légendes, de fantasmes qui circulent autour du métier de banquier M&A. Clearwater, c'est une boutique bien établie en mid-cap. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était comme les choses que tu avais entendues sur la M&A ou c'était différent? Hmm. Bah justement, c'est vrai que bon, le fait qu'il m'ait attendu avec le dossier, c'était drôle, mais c'est vrai que c'est un peu des choses qu'on entend, la culture voilà, du travail intense, etc. Oui, c'était intense. Mais ça dépend de la période. Après, moi, j'étais aussi dans une période où malheureusement, il y avait moins de deal flow. Mais ça, c'était global, hein, partout, il y avait un peu moins de deal flow. Au début de mon stage, ça allait quand même. Donc, c'était assez intense. Ouais, j'ai fait des horaires. Pas toujours. Parfois, c'était assez cool. Mais parfois, C'était c'était quoi les horaires concrètement? En vrai, si je devais lisser tout mon stage, c'était, je dirais, 23h30, minuit 30 en moyenne chez Clearwater. Et entre 23h et minuit 30 en moyenne. Mais parfois, il y avait voilà, des pics positifs où je finissais à 20h, 21h et des pics négatifs où je finissais à 2, 3 heures. Enfin, voilà, ça dépendait. Et oui, parfois, il y avait du travail le week-end. Oui, c'est vrai. Enfin, je me souviens une fois, je me réveille le matin, je regarde mon téléphone. Et du coup, j'avais installé Teams. C'était pas obligatoire, je tiens à le dire, c'était pas obligatoire. Mais bon, en vrai, il faut quand même faire un peu ces Tu voulais efforts-là. montrer ta motivation. Évidemment. Et je reçois un message. Est-ce que t'as quelque chose de prévu, Karim? Alors, à 11h, bon, j'avoue, je m'étais réveillé très tard. À 11h dimanche, est-ce que t'as quelque chose de prévu aujourd'hui? Et du coup, je savais que ma journée allait être un peu sucrée. Mais quand même, enfin, très très cool. Encore une fois, l'ambiance était vraiment incroyable chez les Clearwater. Il m'a dit, fais ton sport, parce que voilà, je faisais pas mal de sport. Fais ton sport, et après, ouais, faut bosser sur un truc. Du coup, j'ai fini un peu tard, mais j'ai pu faire mon sport tranquille, sans pression. Et quand on n'a jamais fait de M&A, parfois on se dit mais est-ce que c'est vraiment possible de travailler sur ces durées-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Toi qui l'as fait pendant plusieurs stages, qu'est-ce que tu en dirais? Est-ce que c'est nécessaire? Bah, si vous voulez faire carrière dans ce métier, oui, parce qu'il n'y a pas le choix. Et pourquoi? Enfin, beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de M&A se disent, mais c'est juste qu'ils sont pas efficaces. Mais en fait, c'est surtout que c'est un métier de dernière minute. On est très rarement staffé sur des projets pendant t'as une semaine pour le faire. C'est souvent fais-le pour aujourd'hui, fais-le pour ASAP, fais-le pour ASAP, fais-le pour ASAP. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle heure on va recevoir du travail. Parfois, entre 15h et 17h, j'ai rien à faire. Et à 17h, 17h30, je reçois un staffing qui va me faire rester jusqu'à minuit. Et c'est juste incontrôlable. C'est pas que je suis mal organisé ou quoi que ce soit. C'est juste comme ça, en fait. Le client demande quelque chose à un moment et je suis encore au bureau, j'ai pas le choix. Et même si j'étais pas au bureau, s'il demande, enfin, on est dans un métier où vraiment on doit répondre aux besoins du client. C'est un des moments les plus importants de sa vie, surtout en small et mid cap. Oui, tu travailles avec des dirigeants d'entreprises, potentiellement des fondateurs, des dirigeants fondateurs, et ils peuvent faire une acquisition ou vendre leur société, et c'est clairement des moments importants de leur vie, et tu peux pas décevoir à ce moment-là. Clairement, le fondateur, enfin, on travaillait sur un deal où c'était 3 fondateurs. Il y avait aussi d'autres actionnaires, mais c'était le management qui avait du coup un pourcentage beaucoup plus bas. La boîte, elle était valorisée à environ 150 millions d'euros. Les gars, ils étaient stressés, quoi. Ils savaient qu'ils Bah, allaient ils jouaient toucher. clairement une partie de leur vie. Bah, en plus qu'une partie de leur vie, là. Avec tout ce qu'ils pouvaient gagner, évidemment. Donc, ils étaient assez stressés. Et évidemment, nous, on peut pas se permettre de jouer, enfin, de pas être sérieux, pardon, dans ces moments-là. Enfin, moi, personnellement, si des millions étaient en jeu, ouais, je serais stressé quand même. Ouais, puis il faut dire aussi que, que les clients mandatent une banque d'affaires pour fournir ce type de service et que il y a aussi une commission qui peut être élevée, prise par la Exactement. banque et donc en contrepartie de ça, on attend évidemment un service de qualité et très sérieux. Déjà, et puis même, c'est un peu la réputation du banquier d'affaires, en fait. C'est la réputation du banquier d'affaires, c'est quand même d'être une personne capable de répondre à tous les besoins de son client et de toujours savoir être sérieux et efficace. Alors après ce stage chez Clearwater, Karim, tu n'as pas encore finalisé ton parcours, tu as refait un stage en private equity au sein du fonds GIMV, donc c'est GIMV pour ceux qui voudraient trouver ce fonds.
Mais pourquoi tu as voulu refaire un deuxième stage en private equity? C'est vrai que c'est Tu un déjà peu. à 3 stages en corporate finance. Ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est assez drôle de faire M&A, private equity, M&A, private equity. Mais en fait, c'est simplement que la stratégie était différente d'Ametis. Comme j'ai pu le dire vite, rapidement, chez Ametis, c'était pas du LBO, il y avait très peu de dettes, on était plutôt sur du minoritaire. Là où chez Gimv, c'était du LBO majoritaire. Et donc, il y avait une stratégie différente, ne serait-ce que dans la typologie d'investissement. Donc, on investit avec de la dette, là où on ne le faisait pas chez Ametis. Donc, une technicité différente, des modèles différents. Donc, je pouvais apprendre d'autres choses. Et aussi une stratégie d'accompagnement des entreprises différentes. On se pose d'autres questions. Euh, Certes, chez Ametis, même si on était minoritaire, on avait une place au board, donc on avait des choses à dire, mais c'est moins impactant que quand on est majoritaire, là où il y a réellement des décisions voilà, des décisions de recrutement, de CEO, de CFO, à l'inverse de licenciement, malheureusement, quand c'est nécessaire, de CEO, CFO. Enfin, je trouvais ça vraiment très intéressant d'avoir un peu cet aspect-là, comprendre ce qu'est être majoritaire dans une entreprise. Et on reste sur du mid-cap, c'est quand même des grosses entreprises pour la plupart des gens. Mhm. Enfin, ouais, je trouvais ça très très intéressant de découvrir un petit peu cet univers-là. Et aussi, Give, c'était quand même un beau fond, donc je me suis dit, ça fait toujours du bien au CV. Donc ouais, c'est pour ces raisons. Et là, tu arrives à la fin de ton parcours à l'IESEC et tu peux soit obtenir un CDI, soit refaire un autre master, ce que tu as fait. Pourquoi? Ouais, je me suis pas mal posé de questions honnêtement. Je me suis vraiment posé la question de commencer à chercher des CDI. D'ailleurs, j'ai passé des process pour des CDI. J'avais eu un CDI, une offre de CDI enfin bref, j'avais eu une offre de CDI et je me posais beaucoup de questions. Mais je me suis toujours dit, en fait, ça revient un peu avec mon parcours original, dans le sens où j'aime pas l'insécurité, j'aime bien le fait de m'ouvrir toujours des portes et de ne jamais être enfermé, même dans le futur. Et j'avais peur que même si je prenais un CDI aujourd'hui, à terme, j'ai un peu un plafond de verre. Voilà, peut-être que c'était complètement faux, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais je me suis vraiment juste dit, écoute Karim, tu as la chance d'être pris, c'est un master qui devient de plus en plus sélectif. Alors, c'était le master spé de l'ESCP, C'est ça, le c'était le master master in finance. finance de l'ESCP. Exactement, le master in finance de l'ESCP. Je me suis dit, j'ai eu la chance d'être pris. C'est un master voilà, qui devient de plus en plus sélectif. Je sais que voilà, j'aurais potentiellement des regrets en fait de ne pas le faire. Donc je me suis dit, ça coûte cher. Maintenant, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place quand on n'a pas le capital nécessaire, etc. Mais c'est quand même un investissement. Mais je me suis dit, si je vais dans ces métiers-là ou dans des métiers connexes, au bout d'un moment, je le rembourserai sans trop de problèmes et j'aurai pas de regrets. Et pas non plus de plafond de verre puisque j'aurai le nom d'une école entre guillemets target dans cet univers-là. Donc je me suis dit, voilà, ok Karim, pour toutes ces raisons-là, fonce. Tu penses que tu aurais pu potentiellement trouver un bon CDI dans le secteur sans ce master. C'était juste un bon complément et une sécurisation sur le long terme, mais à court terme, c'était pas, selon toi, nécessaire pour trouver un CDI en corporate finance. En corporate finance, globalement, non, c'est pas nécessaire. Bah, il y en a plein de l'ISEG aujourd'hui qui arrivent et vraiment qui ont en plus dans des belles boutiques, etc. Il y a vraiment pas de sujet. Maintenant, ça dépend aussi ce qu'on vise, entre guillemets. Certaines banques, certains fonds font très attention au nom de l'école. Et on le disait au tout début, il y a ce sujet de target schools. Et donc, d'écoles ciblées, de masters ciblés. Et c'est vrai que malheureusement, malgré les expériences, pour certaines équipes, c'est compliqué de rentrer dedans sans un certain diplôme. Ça t'a apporté quoi le master in finance de l'ESCP avec le recul? Déjà, en vrai, dans un premier point, j'avoue que c'était arrogant de ma part, mais je pensais qu'après tous ces stages, ça y est, j'étais bon techniquement, je connaissais la finance. C'était complètement faux. Je suis arrivé à l'ESCP et en fait, ouais, je me suis pris une claque. Je me suis dit, mais en fait, la finance, c'est tellement large, il y a énormément de choses à apprendre. Vraiment, je suis un bébé en fait dans cet univers-là. Donc j'ai appris beaucoup d'un point de vue technique et même d'un point de vue pas technique d'entretien, mais théorie financière globalement. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Certes, c'est pas des choses qu'on va te poser en entretien, mais juste comprendre comment ça fonctionne. Ouais, je trouvais ça plutôt passionnant parfois. Pas toujours évidemment quand il y a trop de théorie, voilà, je me dis bon là je suis fatigué. Mais non, j'ai trouvé ça très intéressant. Et après, d'un point de vue plus professionnel, oui, ça m'a aidé, ça m'a ouvert plus de portes. Évidemment, tous les screenings que je passais avec ESSEC, je les repassais, que ce soit Cambon notamment. Cette fois, j'ai eu l'offre. Félicitations. Merci, merci. Non, mais oui, je passais les screenings plus aussi en large cap, là où j'avais beaucoup de mal quand j'étais à l'IESEG. À l'IESEG, en vrai, j'ai passé un ou deux large cap, on pourrait dire, en fonds d'investissement. Là où quand j'étais à l'ESCP, en M&A large cap, en private credit, du coup large cap,
ou private equity. Enfin, ouais, je passais un peu plus les screenings. Donc le CP a élargi ton champ des possibles au Ouais. niveau du screening Mm. et tu as décroché un stage en private debt à Londres au sein du fonds PSP Investment. Ouais. Encore une fois, comment s'est passé le process de recrutement et quelles sont les particularités à bien maîtriser quand on vise du private debt par rapport à du private equity? Alors comment ça s'est passé? Donc il y a eu une offre tout simplement et j'ai postulé et encore une fois cette fois j'ai eu de la chance, pas eu besoin de networking. Je dirais que le networking a vraiment bien marché pour les stages précédents à part Amétis et du coup PSP. Et donc pour PSP donc j'ai postulé en ligne. Ensuite j'ai eu 3 tours d'entretien, donc un premier tour RH, puis un tour avec associate pardon VP équivalent et un tour avec les 2 MD de l'équipe. Des questions assez similaires à ce que j'ai pu avoir en PE, M&A sur la compta à la Valo. Un petit cas mais très léger, c'était un peu moins technique quand même que ce que j'ai eu en France. Londres était un peu moins technique, j'ai eu l'impression. Après en soi c'est le seul process que j'ai passé à Londres, hein. Mais c'était un peu moins technique. Par contre, beaucoup de questions sur les produits de dette. Comprendre les produits de dette, comprendre la différence avec le leverage finance et le private credit. Comprendre aussi pourquoi je passe du private equity au private credit. Euh, oui, comprendre pouvoir parler du marché de la dette globalement. Donc ça demandait plus de connaissances macro. Mais c'était vraiment intéressant, c'était vraiment très très intéressant, c'était vraiment un peu plus de discussion économique, je trouvais ça passionnant. D'un point de vue technique, voilà, il n'y a pas énormément de différence, à part le fait de bien connaître les différents produits de dette. Et on peut aussi dire private debt, on rappelle la définition, c'est de la dette privée, donc ce sont des fonds d'investissement qui investissent non pas en equity au sein des cibles pour devenir actionnaire, mais en dette pour devenir créancier et tu finances en fait par des fonds, des entreprises dans leurs acquisitions. Et c'est aussi un relais au financement traditionnel bancaire, étant donné les contraintes qui sont de plus en plus fortes sur le financement bancaire depuis quelques années. Voilà, Karim. C'est à peu près ce que j'ai dit en entretien. Ah bah, du coup, ça a bien marché. Ouais, j'ai eu de la Ça chance. va du coup? Bah, J'ai pas faux? non, ça va, ça va. Bon, super. Bon, bah, du coup, tu fais ton stage et puis finalement, tu vas pas forcément continuer en corporate finance Mm. puisque tu as rejoint Training You. On en est ravi d'ailleurs, Karim. Et du coup, bah, pourquoi t'as pas voulu poursuivre en finance pour ton début de carrière en CDI? Comme tu le sais, Guillaume, j'ai beaucoup hésité. Je me posais beaucoup de questions et j'ai posé beaucoup de questions, que ce soit à toi, à Yonsei ou à d'autres amis qui sont en finance, etc. La première question, c'est est-ce que je voulais vraiment continuer en finance? En fait, l'univers de la finance, globalement, je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant le fait que ce soit, honnêtement, à mon sens, l'un des meilleurs ascenseurs sociaux qui existent. On peut venir à peu près de n'importe où. Une fois qu'on réussit à rentrer dans cet univers-là, on peut aller n'importe où après. Certes, il y a une grosse barrière à l'entrée, c'est extrêmement difficile de rentrer dedans et l'accès à l'information est horrible et enfin c'est trop mal fait et j'espère qu'un jour on réussira à contrecarrer ce problème. Mais une fois qu'on arrive à rentrer dedans, enfin voilà, moi je viens de ZEP, les gens si je le dis pas le savent pas forcément. Donc honnêtement, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable et j'ai eu l'impression de pouvoir passer énormément d'entretiens dans plein de typologies d'entreprises, que ce soit dans la tech, dans le consumer, enfin franchement, ouais, ça m'a ouvert plein de portes. Je vis une vie aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, honnêtement. Ouais, je vis une vie que j'aurais pas pu vivre, enfin que j'aurais eu beaucoup plus de mal à vivre si je ne m'étais pas orienté en finance. Non mais le fait, ne serait-ce que d'avoir fait 6 mois, 1 an à Londres avec le SCP aussi, enfin c'est incroyable de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Donc sur cet aspect-là, j'admire la finance, honnêtement. J'admire ce qu'est cet univers sur cet aspect-là. Maintenant, c'est vrai qu'au quotidien, j'ai pas fait ce métier pour les bonnes raisons. Tu vois, je te l'ai dit en introduction, je voulais de l'argent, un petit peu des maths, mais en soi, le métier n'est pas très mathématique. C'est pas vraiment des maths ce qu'on fait au quotidien. Et oui, il y a beaucoup d'argent, c'est vrai. J'ai eu de la chance, surtout à Londres. D'ailleurs, on peut le dire, tu étais quand même très bien payé en Ouais, tant que stagiaire à Londres. Tu peux en parler aussi. ouais, enfin oui, oui, en ça, non, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais très bien payé. Mon contrat, c'était 61 500 pounds par an, en brut, du coup, en net, à peu près. Allez, si on fait la conversion en euros, entre 4 800 et 5 200 € net par mois, à peu près. Pour un stage. Pour un stage, ouais. Pour un stage. Après, le CDI, en fait, à Londres, les off-cycle, donc les stages de 6 mois, c'est généralement presque comme des CDI. On a les mêmes responsabilités pratiquement et on est payé pratiquement pareil. Ce qui n'est pas exactement le cas en France, où Exactement. les rémunérations des stagiaires sont quand même inférieures à celles des analystes en CDI. Ouais, ça change un peu. Ça change un peu. J'ai vu qu'il y a genre, je crois que Goldman paye enfin, 7 000 € par mois ou quelque chose comme ça. Ok. Enfin bref, ça change un petit peu. Mais oui, c'est vrai que c'est globalement plus le cas à Londres qu'à Paris.
Et du coup, oui, ce que je disais, c'est qu'au quotidien, du coup, comme je n'ai pas forcément fait pour les bonnes raisons, il y avait voilà, l'argent, mais l'argent c'est bien, mais en vrai, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas ça qui rend heureux. En fait, ça fait plaisir un moment dans le mois, et encore, parce qu'en soi, on n'a même pas. Enfin, en vrai, on n'a pas le temps de l'utiliser réellement, l'argent. Donc je me dis, c'est très bien de construire son patrimoine, et on peut se faire plaisir, on peut faire plaisir aux personnes qu'on apprécie, etc. C'est trop cool, mais. Si t'es pas heureux au quotidien dans le métier que tu fais, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier, entre guillemets, sacrifier ton plaisir, ton bonheur quotidien pour un futur toi que tu n'es même pas certain d'avoir, hein. À tout moment, il t'arrive une catastrophe, malheureusement, on sait jamais. Tu vas perdre aussi potentiellement des proches, tu vas aussi pas pouvoir profiter de tes amis, de ta famille, etc. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de recul et je me suis dit, en vrai, si j'aimais vraiment ce que je faisais au quotidien, ouais, pourquoi pas. Mais sincèrement, le quotidien, je l'appréciais pas plus Qu'est-ce que que ça. tu n'aimais pas concrètement dans ton quotidien et puis que tu retrouves, j'espère, plus chez Training? Je pense que, je pense que la finance, en fait, la finance, le métier de financier globalement, de ne penser que au rendement globalement et du coup à l'opération, au deal, je crois que c'est pas ce qui me drive. Je suis pas drivé par le deal en fait. Je crois que c'était un peu ça. Je ressentais pas une émotion particulière quand on investissait, quand ça y est, on mettait le ticket, on avait passé tous les comités. Et pareil en M&A, je ressentais pas une émotion particulière quand on avait closé le deal. Enfin, je me disais, c'est bien, on peut passer à autre chose. Enfin voilà, j'avais pas ce truc que je voyais et que j'admirais un peu hein, chez mes collègues ou même chez les autres stagiaires certains étaient vraiment passionnés par le métier. Et du coup, ouais, je pense que j'étais plus intéressé par la stratégie réellement de l'entreprise et ça me frustrait un petit peu de ne pas travailler sur ces sujets-là. Je pense que, ouais, avec du recul, et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint Training You, je pense que j'ai plus un profil stratégie, en tout cas qui apprécie la stratégie. Je suis sûrement très mauvais hein, pour l'instant, en tout cas j'espère devenir meilleur. Mais je pense que j'ai plus un profil lié à ça. Et je voulais goûter aussi un peu plus à de l'opérationnel, pouvoir faire de la stratégie et appliquer de la stratégie. Et Training You, bah, c'est ce que vous me disiez hein, quand vous me parliez. Donc je me suis dit, bon, au pire des cas, si ça marche pas, que ce soit en fit ou en pro, ou tout simplement, j'ai envie, en fait, j'ai testé, j'ai pas aimé, je peux tester un an et puis tenter de revenir en finance ou tenter d'aller en conseil, autre chose. Enfin, en vrai, c'était un risque pris, mais un risque mesuré, à mon sens. Si tu devais donner 3 conseils aux étudiants, aux candidats qui souhaitent trouver des stages en corporate finance, ça peut être au moment des candidatures, au moment des entretiens, au moment des missions en stage. Tu dirais quoi? Et je pense qu'un grand conseil déjà, ce serait de ne pas abandonner. Je sais qu'au début, beaucoup de personnes qui y vont pour les mauvaises raisons se disent ok, j'aime pas, je vais abandonner au bout de un mois, ça y est, j'en ai marre, j'arrête. Je pense que c'est dommage parce qu'en soi, même si on n'aime pas, même si c'est dur, je pense que ça nous apprend la résilience. Et ça, c'est quelque chose qui sert toute une vie. Surtout pour des étudiants parfois qui n'ont pas eu l'occasion de vivre ça en prépa. Je sais qu'en prépa, c'est plus le cas. Moi, c'était mon cas, du coup, j'ai pas fait prépa. Je me suis dit, là, c'est le moment en fait d'apprendre la résilience, d'apprendre à faire des choses qu'on n'apprécie pas forcément au quotidien, mais qui rendent ouais, plus fort, hein, entre guillemets, c'est vrai, pour les futurs métiers qu'on fera. Donc je pense que ne serait-ce que pour ce soft skills-là, c'est important de ne pas abandonner et d'au moins aller jusqu'au bout de sa première slash deuxième expérience. Je pense que c'est bien de faire au moins une à deux expériences dans un métier intense, M&A ou private equity ou conseil en stratégie, etc. Je pense que c'est vraiment bien. Donc ce serait mon premier gros conseil. Un second conseil, plus sur le networking, ce que je disais au départ, c'est vraiment d'être curieux. D'être curieux parce que en étant curieux, on a forcément, en cherchant à être curieux plutôt, on a forcément un peu plus d'enthousiasme quand on prend quelqu'un au téléphone. Et ça s'entend. En vrai, je pense sincèrement que ça s'entend quand on est souriant au téléphone, quand on rigole un petit peu, quand ah mais c'est vrai, t'as vécu vraiment ça. Ça s'entend un petit peu. Et je pense que la personne apprécie et est plus facilement ok pour prendre le CV potentiellement et pour aider. Et un troisième conseil, toujours lié au networking, et c'est quelque chose que je regrette un peu de ne pas avoir assez fait, c'est de prendre des nouvelles des personnes, ou de donner plutôt des nouvelles aux personnes qui nous ont pris en call. C'est vrai que moi de nature je suis pas quelqu'un qui prend des nouvelles même de mes amis et c'est bête c'est pas bien, je prends pas souvent de nouvelles des personnes etc et je donne pas assez de nouvelles, mais en vrai ça fait toujours plaisir. Moi aujourd'hui les personnes qui m'ont appelé quand j'étais en stage etc, quand elles me donnent de leurs nouvelles je suis super content en fait, et je me dis c'est vraiment dommage que je ne l'ai pas fait parce que j'ai potentiellement gâché des relations même
amical hein, potentiellement, parce que j'ai pas pris de nouvelles ou j'ai pas donné de nouvelles. Et même professionnellement, ça aurait pu m'aider. Hein. J'ai des amis qui ont fait ça justement. Donc c'est pour ça que c'est mon dernier conseil et pour qui ça a très très bien marché. Karim, on arrive à la fin de ce podcast, mais il y a encore une traditionnelle partie. C'est le quiz du Choose Your Career. Je vais en rappeler les règles. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. La plus grande qualité pour faire du M&A. Alors je le donne en étant stagiaire, hein, vraiment, mais je pense que c'est la résilience, encore une fois. La plus grande qualité pour faire du private equity. Je pense que pour le coup, là, c'est la passion. C'est difficile de faire ce métier à long terme si on n'est pas passionné. La plus grosse erreur que tu as commise et que tu ne referais plus aujourd'hui. Alors la plus grosse erreur que j'ai faite, c'était dans mon stage chez Amétis. J'avais été appelé par le MD dans son bureau parce qu'il voulait me discuter d'un sujet et j'avais rien pris pour noter. J'avais rien pris pour noter et j'ai pas osé lui dire pendant qu'il me parlait que j'avais besoin de récupérer quelque chose pour noter. Et il a utilisé des termes que je ne comprenais absolument pas à cette époque-là. Beaucoup de termes financiers que je ne comprenais absolument pas. Et je n'ai pas osé lui dire. Donc je suis retourné à mon bureau sans ne rien dire, en faisant comme si de rien n'était. Et j'ai vraiment regardé l'analyste en lui disant « Je suis désolé, je sais pas comment faire. » Et j'ai attendu, hein, j'ai même pas osé lui dire directement. J'ai dû attendre, je pense, 30 minutes, 1 heure en essayant de faire quelque chose de mon côté. Et au bout de 30 minutes, 1 heure, j'ai dû lui dire « Voilà, je suis désolé, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. » Et c'est pas très bien passé ce moment-là. Une ligne sur le CV qui peut faire toute la différence. Bah, je dirais que c'est le premier stage en finance. La question la plus difficile que tu aies eue en entretien. En vrai, j'ai pas souvenir d'une question en particulier qui m'a traumatisé, mais je me souviens d'enchaînements plutôt de questions. On a creusé. Par exemple, définis-moi le BFR. Ok, là tu m'as donné le BFR opérationnel. C'est quoi le BFR non opérationnel? Pourquoi c'est comme ça, etc. Et en gros, à chaque fois, creuser. Donc pas de question en particulier, mais plus process. Une anecdote que tu as peu racontée et que tu aimerais nous partager aujourd'hui. Bah, je le disais pendant le podcast, mais il faut savoir être débrouillard. Et une anecdote, donc quand j'étais chez Inextenso, voilà, parfois on faisait des transactions pour des deals vraiment très petits, où on avait des prospects qui étaient très petits. Et je me souviens d'un prospect qui n'avait même pas de site internet. La seule chose qu'on avait pour faire le pitch, c'était une brochure physique. Et donc cette brochure physique, ce que j'ai fait pour prendre des photos, c'est que j'ai sorti mon téléphone, j'ai pris en photo les photos qui sont sur la brochure physique, puis j'ai branché mon téléphone au PC, j'ai envoyé les photos sur le PC via mon téléphone, etc. Et là, j'ai pu commencer à construire mon pitch. Enfin bref, voilà la débrouillardise. Le conseil que tu donnerais au plus jeune Karim Maïzad qui étudiait à l'IESEG il y a quelques années? De chercher ce qu'on veut réellement faire plutôt que répondre à des besoins primaires. J'espère que tu as trouvé avec Réunion, Karim. Bon, on verra. Hein. Merci beaucoup pour le podcast. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur nos chaînes YouTube et Spotify. Pour ne rien rater de nos actualités, c'est sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et TikTok. Et si vous cherchez un stage ou un CDI dans ces métiers, préparez-vous avec les meilleures ressources sur Training You.